Bonjour à tous. Ce que je vais tenter devant vos yeux ébahis est quelque chose qui va vous paraître peut-être un peu surprenant. Il s'agit de vous lire quasiment dans son intégralité la préface d'un des derniers livres que je viens de publier qui s'appelle Lettres Zaunin, Lettres à l'enfant donc. Pourquoi je veux vous lire cette préface? D'abord, revenons au début. Je suis ce qu'on pourrait appeler un militant occitan. Voilà, quelque chose dans ce style. Je participe à des associations, j'organise des événements, etc. Et je suis donc aussi auteur et chanteur. Mon dernier CD, je profite pour faire un peu de promo, qui s'appelle Guy Berouille, Rouge-Gorge, donc, où il y a des chansons en français également en occitan. Et donc j'ai décidé de mettre, pas ma carrière, mais en tout cas mes activités militantes par rapport à la langue occitane et à la langue gasconne, entre parenthèses, le temps d'avoir quelques réponses à des questions, non pas forcément que je me pose, mais que je vous pose, que j'aimerais poser à l'ensemble de ce qui on pourrait appeler, je sais pas, une communauté, des locuteurs, des militants, des amoureux de cette langue. Des questions, je m'en suis mal posé, je pense avoir obtenu quelques réponses que j'essaye d'exprimer dans cette préface, qui sont en tout cas, de mon point de vue, une participation à un dialogue et à un échange nécessaire maintenant entre nous. Donc ce que j'espère avant de pouvoir reprendre des activités militantes, c'est d'avoir non pas donc des réponses personnelles, mais des réponses, quelque chose qui ressemblerait à un échange ou à des réponses collectives par rapport aux questions et aux propos que je veux tenir ici et partager avec vous. Cependant, je ne disparais pas de la circulation, je ne change pas en ermite, donc je suis toujours disponible si on veut de moi, si on veut m'entendre, chanter ou quoi que ce soit, je suis malgré tout toujours là, mais je ne prends plus d'initiative, pourrait-on dire. Je profite cependant pour remercier par avance et du fond du cœur tous ceux qui m'ont fait confiance, tous ceux qui ont voulu entendre mes chansons, mes textes, tous ceux qui les ont lus et appréciés. Je suis toujours là pour eux et pour les autres. Alors, la préface est un peu long, je ne vais pas la lire dans son intégralité, mais ça fait une dizaine de pages quand même, donc ça doit durer une vingtaine de minutes. Hein. Bon, ceux qui l'ont déjà lu peuvent aller directement à la fin, où je tenterai d'une autre manière, d'une manière peut-être un peu plus courte et un peu plus directe, de recentrer et de redire ces choses-là d'une manière différente, peut-être moins littéraire et plus directe pour qu'elle soit peut-être plus compréhensible. Voilà. Ceci dit, soyons tous détendus, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'ambition artistique dans ce qui se passe ici. Je suis devant mon ordinateur avec ma webcam, j'ai allumé une petite lumière, tu vois, je me suis passé un coup de flotte, je me suis fait mignon, et puis voilà, j'ai mis mon t-shirt rayé, tout va bien. On peut s'en aller quand on veut, ou rester, pas de souci. Je crois que tout est dit, et donc lançons-nous. Je n'ai traduit qu'à regret les mots que je dis dans ma langue vernaculaire, dont la majeure partie des hommes ne sauront jamais rien. J'adore l'idée d'avoir à moi quelque chose porté par un si joli mot, vernaculaire. Mais qui traduit ici-bas son chant, son cri, son murmure? Et dans quelle langue? Celui qui veut savoir doit tendre son oreille. Il doit pencher son cœur au risque de verser ainsi un peu de son trop-plein de certitude à la terre qui l'aboie sans frémir. J'assume ainsi dans ma langue vernaculaire, dans ce qu'elle représente de résistance, comme réalité et comme symbole. J'assume ma langue vernaculaire moins comme patrimoine, comme richesse, comme culture, que comme révolte. J'assume de ne pas vouloir la partager avec la multitude des hommes tant qu'ils n'ont pas saisi ce qu'elle est,
tant qu'ils ne l'ont pas senti brûler en eux, tant qu'ils ne l'ont pas senti les brûler, tant qu'ils ne l'ont pas reçu comme une insulte, comme un affront, comme un déchirement. J'assume qu'elle ne soit qu'un langage exclusif, un code à l'usage de ceux qui l'ont d'abord vécu intimement comme un manque, puis comme un signe de ralliement, comme fraternité d'idées et de sentiments, sans que cela doive être exprimé, comme amitié. Ma langue séchée, caricaturée, rétrécie, mutilée, pliée sous la presse, morte, mais devenue un drapeau, moi qui rechigne à agiter les bannières. Morte. Le mot est lâché. J'ouvre les guillemets. Les langues régionales eurent un sens. Elles obéissaient à un biotope, celui qui installait l'individu au milieu d'un monde la plupart du temps clos qui n'excédait pas la cinquantaine de kilomètres qu'on pouvait effectuer à vélo. Parler une langue régionale avait un sens quand tous les mots nécessaires à la communication existaient et permettaient à une communauté géographique, historique, tribale, de se comprendre. On ne ressuscite pas les langues mortes. On se contente d'un acharnement thérapeutique qui laisse croire à la vie quand la mort, hélas, a déjà fait son œuvre noire. Ce que montre Georges Rouquier dans les films Farbik, Bikefar, avec cette déperdition de l'occitan rouergat en 3 ou 4 générations, c'est la fin d'un écosystème linguistique et naturel au profit d'un devenir monde du monde. Michel Onfray, le philosophe le plus honni des occitanistes, ne dit pourtant rien qui devrait nous choquer. La vérité. Toutes les vérités sont bonnes à dire, celle-là plus qu'aucune autre. Que les militants prêts à s'insurger se regardent, qu'ils observent de près leurs pratiques, qu'ils fassent le bilan de leurs expériences, qu'ils fassent le point sur leur sincérité. Qu'ils se demandent pourquoi tous les profs d'occitan ont un dictionnaire sous le bras, et si c'est vraiment le cas des profs de français. Combien parmi nous sont capables de tenir une conversation complète, de discourir savamment chacun dans son dialecte occitan, sans avoir recours au français? Combien? La langue occitane est morte, au sens strict où l'entend le linguiste et le philosophe. Cela se constate un peu plus chaque jour, dans la vie quotidienne, lorsqu'on a décidé d'y voir clair. Comme sont morts physiquement nombre de hameaux et de villages, maisons abandonnées, effondrées, et pourtant toujours présentes. Comme l'on dit aujourd'hui, de terre qu'elles sont biologiquement mortes. Mais le support physique demeure. Cette terre morte supporte toujours le pas de l'homme. Le fil de 2000 ans d'histoire a été rompu par les 100 ans que nous venons de vivre. Virgile est mort écrasé sous les pneus d'un tracteur agricole. Mais le méchant philosophe propose une solution. Il la constate. Puisqu'il cherche non pas à défendre un camp contre un autre, à épargner une peine à une communauté ou à une autre, à donner raison à tel ou tel, mais bien à extraire du réel quelque chose qui puisse s'imposer à tous comme une vérité. Sa solution? Un Virgile qui aurait lu Debord. Autrement dit, une pensée de la nature qui saurait ce que le XXe siècle a fait pour dénaturer la nature, l'industrialiser, la détruire, la soumettre selon les principes du vieux fantasme judéo-chrétien et cartésien. Le rapport au cosmos a été rompu. Le cosmos ancien n'est plus. Il en faut une autre saisie, moins magique, moins mythique, moins légendaire, plus scientifique. Ce que le paysan connaissait jadis de façon empirique, celui qui souhaite la sagesse doit le connaître de façon philosophique, autrement dit, d'une façon amoureuse de la sagesse. Il faut pour ce faire retrouver la voie païenne du ciel, vider les cieux du fatras judéo-chrétien, se faire le compagnon des anciens paysans et des marins d'antan qui interrogeaient le ciel et en obtenaient des réponses. L'astrophysicien ouvre la porte de l'infini qu'il descend sur terre pour qui sait l'entendre. Celui qui a déclaré la mort des langues régionales comme réalité d'un biotope, comme vecteur de parole d'un écosystème dans un temps particulier, vient
par là même, nous offrir la seule chance de les sauver. Non pas en les brandissant comme symbole d'un peuple opprimé ou méprisé, d'une culture occidane qui n'a finalement en l'état jamais existé, d'une revendication communautaire impossible à décrire ou à appréhender, mais comme matériau d'un avenir à inventer, une nouvelle saisie du réel. Refusant à une communauté le droit de réclamer à l'histoire sa part, comme on vient disputer un héritage, il autorise, il ouvre la voie, il légitime une reconstruction sociale où elle puisse s'intégrer, comme d'autres richesses et savoirs disparus. Il encourage à la recréation de biotopes et d'écosystèmes favorables à la renaissance d'une langue morte en regard de ses modes de transmission, mais dont vit encore l'influence, l'autorité, le souvenir, la trace, la réalité, l'envie, le manque, le regret, le sens, la symbolique, l'amitié, l'amour, l'attachement, la nostalgie, la dignité, l'esprit, l'accent. Nous avons collectivement participé à l'œuvre noire de la disparition de la société de Virgile, en esthète, en savant, en ethnologue, en scribe, en bureaucrate, au service d'une société paradoxale dont le goût pour la connaissance, la culture, la science et l'ordre n'a d'égal que son pouvoir de nuisance et de destruction. Nous avons noté, annoté, photographié, filmé, écrit, parlé, enregistré, collecté. C'est ce que je fais encore aujourd'hui en écrivant ces lignes. Mais il se trouve que j'ai ressorti les outils de mon grand-père. La hourque, l'ousarque, l'oubedoui. Il se trouve que j'ai réhabilité son jardin mort, disparu, à l'endroit même de ses vestiges et de mes souvenirs. Il se trouve que je réutilise les mots de mon grand-père. Et puisque d'autres l'ont fait comme moi, je converse avec eux sur le mode disparu d'une langue dont les preuves, les traces, la réalité, la grammaire, le vocabulaire, l'esprit restent sinon à portée de souvenirs, du moins à portée de main et de volonté. Peu à peu, mon ambition d'écrivain se transforme. Mon goût pour la théorie se concrétise. Ma sensation de poète se matérialise. Mon univers redescend sur terre. Mon cosmos prend corps, pour le dire à la manière de Michel Onfray. C'est bien le rôle de l'écriture, quelle qu'elle soit, de formuler des regrets, des constats, des aspirations, d'exprimer des sentiments, de faire surgir des hypothèses, d'opposer des opinions, de nourrir un débat. Et dès lors que l'idée, la sensation, le sentiment, l'espoir, la volonté se déplacent sur le terrain de la réalité, la nécessité d'écriture devient moins pressante que celle d'agir, de vivre. Ce qui devait s'achever sur les étagères d'un musée du patrimoine, comme savoir, comme culture, comme littérature, se retransformera-t-il peu à peu en pratique? En est-on là? Ainsi s'ouvrirait une voie, la seule peut-être, pour faire revivre une langue et lui donner une utilité légitime que ne démentirait ni le linguiste, ni le sociologue, ni le philosophe. Une langue associée à un temps, un territoire, une vie sociale. Bref, un biotope dans lequel elle est une place non pas artificielle, mais naturelle. Une place, même minoritaire, de langue, de véhicule mouvant d'échange social, pas un statut, une statue de patrimoine. L'immense majorité des personnes pratiquant aujourd'hui l'occitan, quel que soit le contexte, sont des personnes qui l'ont appris ou réappris seules à l'école, au cours du soir, auprès de quelqu'un. La transmission n'est donc pas naturelle, mais liée à des apprentissages, à l'éducation. La totalité des pratiquants, locuteurs natifs ou pas, sont des personnes qui en ont fait le choix. Choix non seulement linguistique, mais également choix politique, philosophique, éthique, ontologique, fondamental. Ce constat, en même temps qu'il révèle les preuves de mort technique de la langue, atteste des conditions qui créent son avenir. Ainsi, cette langue choisie redevient ma langue réelle, ma langue reconstruite, ma conscience retrouvée, ma langue naturelle, la langue par laquelle je retrace mon chemin vers la nature, vers la vérité, la langue par laquelle je ne revendique pas mon identité de gascon, de breton, de kurde ou de papou,
mais mon identité d'homme, et avec laquelle je vis cette identité au sein d'une société définie, territorialisée, temporalisée, pour laquelle elle est un signe de reconnaissance autant qu'un vecteur d'idées, de paroles et de sens. Une culture est la résultante d'une vie collective, et non sa cause. Il s'agit donc de recréer les conditions d'une vie collective avant même de prétendre sauver une langue par la seule force de notre conviction ou de notre volonté. Or, il suffit d'un très petit nombre de locuteurs pour qu'une langue vive. Et une société vertueuse capable de l'accueillir sera plus à même d'accomplir cette mission que l'essaimage artificiel d'une langue hors sol aux quatre coins de l'Occitanie. Une disparition est rarement le fruit d'un hasard. La perte d'un monde n'est due qu'à la volonté de notre de s'imposer à lui. Ce n'est pas comme on veut bien nous le faire croire une logique d'évolution, mais bien de rupture. Pas une logique de progrès, mais de choix politique et social dont il s'agit. Dès lors que deux conceptions du monde s'opposent, cet antagonisme se transforme inévitablement en combat, pour peu que le plus faible oppose ce qu'il convient désormais d'appeler une résistance. Les naïfs, qui viennent aujourd'hui brandir leurs revendications linguistiques et culturelles comme un vecteur de richesse, de culture, de partage, que sais-je, qui viennent agiter le drapeau blanc de la culture prête à porter d'un monde essoré de toute aspérité, de toute profondeur charnelle, sous les balcons des élus de la République, ne savent pas ce qu'ils font. Ceux qui entendent et s'y entendent pour institutionnaliser l'indignation, rendre la perte électorale, ne font que soumettre le renouveau tant espéré au pouvoir de ceux qui ont détruit le monde où vivait la langue perdue, et permettent ainsi la récupération de toute initiative de survivance, précipitant son anéantissement. Ils travaillent à remettre l'avenir de leur langue entre les mains d'un pouvoir à deux visages qui a tout fait pour l'éradiquer. Ils la confient au bon soin de son bourreau. Le monde perdu, on l'a acheté avec du toc, avec du vent. Mais l'histoire n'est pas terminée. Et ce n'est pas aux prétendus vainqueurs d'agiter les torchons blancs brodés aux initiales de la grand-mère et les ceintures de flanelle dans les musées du patrimoine. La victoire est passagère. Le combat commence. Le monde rural, support essentiel de ces langues minorisées, a été disloqué, dénaturé, remembré. Il a subi un exode sans précédent. La plupart des citoyens français sont aujourd'hui des citoyens déterritorialisés. Avec le lien social qu'il a légitimé, avec ceux qui la pratiquaient naturellement, la langue a elle aussi perdu son territoire. Convaincre des assemblées d'élus ou de pédagogues ne suffira pas à sauver sa peau. C'est d'abord un territoire qu'elle a à reconquérir. Or, le territoire abandonné a été en fait accaparé. Ce n'est pas seulement un hasard sociétal, mais bien une volonté historique qui a conduit à cet état de fait. Les terres mortes, les villages abandonnés, les langues taries, malgré les apparences, rien n'est vacant. La terre, l'agriculture appartiennent désormais à l'industrie agroalimentaire mondialisée. Le commerce, jusqu'au tréfonds du dernier village, est entre les mains de la grande distribution. La parole est monopolisée par une oligarchie au pouvoir qui impose à tous par la force une mouture seule et unique du monde à venir. Pour ceux qui veulent autre chose, pour ceux qui ont fait le choix hautement symbolique de défendre leur langue, fût-elle sur le point de disparaître, en effet, le combat commence. Ils rejoignent ainsi les cohortes de tous ceux qui, sur toute la surface de la terre, ont décidé de refuser le monde qu'on leur propose ou qu'on leur impose, l'arrachement comme projet social globalisé. Si j'assume donc ce que ma langue gasconne transporte de souffrance, de nostalgie d'un temps révolu que l'on n'a pas vécu mais qu'on nous a volé, à nous, aux nôtres, à nos noms, à nos arbres, à nos bêtes, si j'assume ce qu'elle dit confusément de cet arrachement, en pleurant ou en crachant par terre, j'assume aussi ce qu'elle commande à l'avenir. Cette langue, dont la bouche des écrivains contemporains n'a jamais servi qu'à décrire des étouffements, des pertes, des humiliations, des disparitions, des silences. Elle doit désormais servir à formuler des espoirs, à proposer des alternatives, à choisir des chemins, à expérimenter des idéaux, à véhiculer des utopies, à inventer des mondes, à porter des revendications, à démasquer ses ennemis,
à les combattre, à proclamer des conquêtes, à célébrer des victoires, à pousser des cris. La préface n'est pas finie, mais je m'arrête là. Je m'adresse après, dans les 3 ou 4 pages qui suivent, à l'enfant, donc, puisqu'il s'agit de lettre à l'enfant, ben, pour lui dire que, malgré tout, malgré les vertus de l'école et des pédagogues, peut-être qui sont les meilleurs d'entre nous, je n'ai pas envie de la mener à l'école, fût-elle dispensée en occitan de chez nous. Mais c'est un autre sujet que nous aborderons peut-être un autre jour. Pour le reste, je peux tenter de le dire autrement, donc peut-être plus précisément. Ce que nous aimons, ce qui nous manque, qui nous blesse, à nous qui avons la langue aux lèvres, qui avons l'air et pas les mots, c'est tout l'imaginaire de la langue disparue, et tout ce qu'il représente comme perte, pour nous et pour le monde. Ce qu'ont donc tenté de décrire, je l'ai déjà dit, tous les artistes occitans de tous les âges, c'est ceci, et c'est moi aussi ce que je tente aujourd'hui. Or, ce que nous construisons ou reconstruisons peu ou prou avec l'occitanisme d'aujourd'hui, c'est trop souvent une langue séparée de son imaginaire, une langue vide, apprise, conceptuelle, une méthode, presque une boîte à outils. J'exagère, peut-être. Mais ce qu'il manque à cette langue pour être vivante et signifiante, est ce qu'elle transportait d'imaginaire, de différence. C'est cela le sens politique de la langue, qui fait de locuteur un peuple, qui fait d'une langue le lieu de compréhension tacite, de connivence, de fraternité, une culture, un univers. L'esprit du Sud. On reviendra tout à l'heure sur l'esprit du Sud. Comprenez bien, je ne joue pas sur les mots. Hein. Tout ce que je tente de vous dire se traduit concrètement. Si nous ne comprenons pas ce à quoi nous tenons n'est pas la langue, mais son imaginaire, alors nous sommes amenés, comme nous le faisons, à laisser de côté un pan entier de l'écouteur natif, par exemple. Nous préférons nous accrocher à des détails de graphie plutôt que de permettre des possibilités de véritable transmission, de réconciliation. Comment pourrait-on chiffrer, par exemple, les ravages de ce île de pute de A final? Et tu sais, celui qui fait quoi? On va à l'Estivada, qu'on est tous à Massa, et qu'on soutient la section qui fait la Ouïa. Mais nous préférons obéir aux injonctions institutionnelles et créer des dessins animés en 4 dialectes qu'aucun locuteur natif, ni aucun enfant, et que moi-même, je ne peux comprendre, plutôt que de reconnaître que c'est absurde. Nous pratiquons dans les faits une langue d'exclusion, au lieu de rassembler les outils épars de l'imaginaire. Mais l'imaginaire de la langue ne renaîtra pas hors de son terroir, de son patrimoine. S'il n'est pas possible de laisser entre les mains de non-locuteurs la destinée de notre langue, ce n'est pas à cause du gène de la garbure. Mais le lien, si ténu soit-il, qui lie la langue de demain à celle d'aujourd'hui à celle d'hier, doit survivre. Il est la ligne de vie. Remettre les clés de l'avenir de notre langue à une institution hors sol, comme nous le faisons, est un suicide. Alors, entendons-nous bien, l'imaginaire véhiculé par la langue n'est pas pour autant la tradition. Peut-être même est-ce son contraire. Ça, c'est le deuxième piège tendu, voyez-vous. Mais bon, pour parler de la tradition, il faudrait encore plus de temps et c'est déjà très long, cette histoire. Alors, comment résumer? Disons que, pour les mêmes raisons, ou à peu près, la tradition, elle aussi, est morte. Il n'en reste que les soubresauts, les réactions. Il n'est d'ailleurs pas sûr qu'il faille s'en désoler, bien au contraire, car le vide laissé par la tradition nous offre une chose incroyable, la liberté. Une liberté dont nous ne savons que faire.
Une liberté qu'on laisse accaparer par le consumérisme, le fameux temps de cerveau disponible, tu sais. Récupérer ce temps et se poser en face de notre liberté, voilà peut-être le début de la méthode. Au sujet de la tradition, peut-être que vous avez vu ça, ce qu'il se passe en Arles, dans les Landes, dans le Gers, un peu partout en Aquitaine, finalement. Donc l'esprit du Sud, on revient à l'esprit du Sud, la charte des libertés, de la diversité culturelle, les manifestations pour l'identité landaise, la défense des traditions, et tout le tintouin, défendu unanimement par tous les partis de droite, de gauche, des républicains, jusqu'aux communistes, en passant par les socialistes et l'autre brave pec de Jean Lassalle. Tout ça n'est que de l'enfumage purement électoraliste. Un mensonge conscient, dégueulasse, qui s'inscrit dans la pire des stratégies confusionnistes. Parce qu'à côté des théories, de l'enfumage idéologique, il y a la réalité. Nos élus de tous bords, tous capitalistes, c'est ainsi, favorisent dans les actes pêle-mêle, la grande distribution, le désenclavement, la course à la croissance, les multinationales, les fermes de 1000 vaches, de 40 000 vaches, de 100 000 canards, la bureaucratisation, la décentralisation qui tombe comme ça sur la tête d'en haut, et puis voilà, et puis tout ce monde, tous ces gens créent en fait les conditions de la disparition et de la mort réellement et dans la réalité de tout ce qu'ils prétendent défendre dans l'abstrait. C'est l'apanage des politiciens d'aujourd'hui, à grand renfort de communication et de propagande, de dire une chose et de faire son contraire. Alors en contrepartie, ils nous jettent un peu de grain, tu sais. Ils créent de l'illusion. Ils achètent notre silence. Bon, pour autant, ne vous emballez pas, hein, il n'y a pas de complot. Hein. Il y a juste la réalité comme elle est. Pas rien, ouais. En effet, l'avenir de l'Occitan, de partout, est politique. C'est ce que tentent de dire les occitanistes. Mais ils oublient de préciser ce qu'est le sens politique profond de cette langue, et qui n'est pas, mais pas du tout, le sens du mot politique tel qu'on le vit aujourd'hui et tel qu'il le présente. Ils ne comprennent pas que la vraie politique ne se fabrique aujourd'hui qu'au niveau citoyen, dans la masse indignée d'un peuple qui, voyant se rapprocher des échéances bien obscures, cherche un espoir, cherche une voie, un échappatoire, et le trouvera. Il faut en effet que nous choisissions un camp. Mais ce camp n'est pas la gauche ou la droite, le progrès ou la tradition, le patois ou l'occitan. Tout ça n'existe plus. Le choix est la soumission, la négociation avec l'élite, avec l'oligarchie au pouvoir, ou la résistance, avec le peuple. Résister, jusqu'à ce que la résistance est temporaire, c'est un passage. Voulons-nous aujourd'hui devenir une majorité électorale ou construire une minorité vivante et digne? Le temps et le lieu de l'occitan ne sont ni celui du basque ni celui du corse ou du catalan. Mais ces langues ne furent-elles pas des langues de résistance? Si je voulais vous provoquer, je dirais que si l'école d'aujourd'hui décidait de parler occitan, il faudrait abandonner cette école. Parce qu'elle détruirait à coup sûr son imaginaire. Bon, alors rassurons-nous, nous n'aurons pas à le faire, hein, tant que nous serons les alliés dociles du pouvoir et non les combattants de notre imaginaire. Alors quoi? Je sais pas, militer avec le clerc pour la présence de la langue au rayon boucherie, se mettre au niveau de la connerie ordinaire, ou bien s'extraire, construire autre chose. De cet esprit du Sud, de cet imaginaire collectif que transporte encore notre langue, il n'en reste et n'en restera que l'idée, le concept, le folklore. Si nous ne travaillons pas d'urgence dans l'épaisseur, dans le détail, dans l'imaginaire, dans le profond de la langue, dans les couches de la rocaille. Je ne dis pas qu'il y a des solutions immédiates, et je n'en ai pas. Mais je dis qu'il est nécessaire d'ouvrir un dialogue
entre les locuteurs et les militants de tous les âges et de toutes les essences, un vrai, en écartant de ce dialogue tout ce qui peut troubler la réalité, et notamment l'influence politique institutionnelle. C'est Bourdieu qui le dit. L'histoire sociale enseigne qu'il n'y a pas de politique sociale sans mouvement social pour l'installer. Alors oui, ancrer les racines de la langue dans la réalité d'un mouvement social, ouais, ça serait chouette. La resocialisation de la langue est fondamentale pour sa survie, et donc sa participation au débat politique. Entendez par là sa participation à la quête d'un nouvel imaginaire. J'adore cette citation de Max Roquette. Chaque siècle nourrit longtemps à l'avance ses propres révolutions. La nôtre sera écologique. Parce que l'homme, c'est certain, occitan ou pas, reste viscéralement attaché à son milieu, à son climat, à ses différences. Cela seul qui pourra lui rester quand tout l'univers serait armé pour l'écraser. Révolution, dit Roquette. Il faut répondre à sa question. Avons-nous abdiqué? Sommes-nous soumis? Ma réponse, personnelle, sont ces lettres à l'enfant. Ce que transporte la langue que je lui apprends, c'est l'imaginaire perdu dont on construira peut-être, celui à venir, puisque celui d'aujourd'hui appartient déjà au passé. Et que le diable l'emporte.